C'est l'heure du second débat de ce Sens Public volontairement décalé de l'actualité. Gros plan sur les terres rares que je vous propose. La Chine domine outrageusement la production de ces métaux indispensables. Alors je ne vais pas faire toute la liste. Smartphones, énergie renouvelable, robots médicaux, des armes aussi, notamment les missiles. Comment la France et l'Europe peuvent-elles sortir de cette dépendance chinoise? Avant d'en débattre, Jérôme Rabier vous explique ce que sont les terres rares. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots? On les appelle terres rares, matières premières critiques ou encore minerais stratégiques. Et ils sont désormais nécessaires à la production de milliers d'objets, à commencer par ceux qu'on utilise au quotidien, nos téléphones. La batterie est l'élément le plus important du téléphone. Il fait appel à de nombreux éléments, tels que le lithium, le cobalt, le manganèse ou le nickel. On va retrouver également un vibreur et on va retrouver dans cet élément des terres rares, mais aussi du tungstène pour assurer les pièces mécaniques. Multiplié par le nombre de téléphones en usage personnel, mais aussi en usage professionnel, on aboutit à des quantités phénoménales de métaux qu'il faut extraire. Des minerais très connus comme l'or, l'argent, le cuivre et des dizaines d'autres au nom moins connus comme le lithium, manganèse, gallium, lanthanide, néodyme. Des éléments nécessaires pour l'industrie de l'armement, l'aéronautique, et indispensable aux transitions numériques et écologiques. Les industriels du monde entier en ont donc besoin, mais pour s'en procurer, c'est bien souvent vers la Chine qu'il faut se tourner. Depuis les années 90, l'Empire du Milieu a développé une stratégie. Elle raffine plus de 90% des terres rares mondiales. Et pour certaines matières critiques, elle est même le fournisseur exclusif. Donc ça, on ne peut pas continuer comme ça. Il y a tout un tas de produits dont dépendent non seulement notre vie de tous les jours, mais aussi la sécurité nationale, qui sont liés à cette ressource. Et cette ressource que nous ne maîtrisons pas suffisamment pour le moment. La Chine se sert de cette dépendance comme d'une arme diplomatique. Début octobre, Pékin a annoncé un contrôle de ses exportations de terres rares, engageant un bras de fer avec les États-Unis. Les deux géants ont finalement signé il y a quelques jours un accord pour mettre en pause pendant 1 an cette mesure. Mais la Chine a rappelé au monde entier qu'elle était cruciale pour ces matières indispensables à des pans entiers de l'économie mondiale. Et on se demande comment sortir de cette dépendance chinoise avec Pascal Alizard. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, sénateur LR du Calvados, vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Christine Cardellan, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, journaliste économique, écrivaine. Adina Revol, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes essayiste, professeur à Sciences Po Paris, ancienne porte-parole de la Commission européenne en France. Et vous publiez Rompre avec la Russie, le réveil énergétique européen. C'est aux éditions Odile Jacob et Jean-Sébastien Ferjou, éditorialiste pour Sens Public, est resté à mes côtés. Je commence avec quelques chiffres. Selon l'Institut géologique américain, il y a eu 350 000 tonnes de terres rares produites dans le monde en 2023. Et la Chine, elle est très loin devant. On va regarder la liste des plus gros producteurs de terres rares. C'est 69% de la production mondiale pour la Chine. Ensuite viennent les États-Unis, 12%, la Birmanie, 11%, l'Australie, 5%, la Thaïlande, 2%. Puis ensuite, 3 pays, Inde, Russie, Vietnam, qui sont à des tout petits niveaux de production. Et évidemment, quand on voit cette liste, Pascal Alizard, il n'y a pas un seul pays de l'Union européenne. C'est quoi la démonstration de notre dépendance, tout simplement? C'est la démonstration de notre dépendance à l'instant où on en parle, oui. Mais c'est aussi, je crois, la démonstration de notre grande naïveté sur les années passées, dans notre relation avec l'étranger, avec la Chine, où on a pensé qu'après tout, c'était des industries sales, polluantes, et qu'on pouvait transformer ça en un simple business, alors qu'on a affaire à un État qui, lui, en a fait un outil de négociation, un outil géopolitique. Oui, c'est une naïveté française et européenne. Et européenne, un peu américaine aussi d'ailleurs, oui. Parce que les États-Unis ne sont pas en bonne position non plus. Effectivement. Avec un rappel historique qu'il faut peut-être faire pour commencer, Christine Cardellan, la France a été... presque leader mondial dans ce secteur, à un moment où on s'y intéressait moins forcément. En tout cas, on a été très fort avec le site de La Rochelle, qui est exploité par Rhône Poulenc dans les années 60, 70, début des années 80.
où on raffinait 50% des terres rares mondiales, de certaines terres rares mondiales. Donc c'était impressionnant et la France était très bien placée. Et puis, peu à peu, effectivement, comme le disait le sénateur, on a laissé partir en Chine parce que c'était polluant, parce que c'était sans doute pas suffisamment rentable, mais on a laissé la Chine se constituer un quasi-monopole. Oui, effectivement. Alors, on va faire un peu de pédagogie pour commencer. Je vous poserai des questions qui nécessiteront beaucoup plus votre expertise, évidemment, à Dina Revol. Mais, alors, parce qu'on va dire terres rares, on va dire métaux rares, on va dire minerais stratégiques, c'est pas exactement la même chose. Les terres rares, c'est quoi ? Il y a une définition européenne pour ces terres rares. Il y en a 17 qui ont été définies dans votre reportage au tout début. Et l'Union européenne, vous avez raison, et la France aussi. Parce que le problème, c'est qu'on a externalisé notre sécurité énergétique depuis les années 50. Et on était sur les énergies fossiles, sur la Russie. Maintenant, on importe du GNL américain. Et puis la prochaine étape, c'est la Chine, en fait. Et donc, la question, c'est comment, aujourd'hui, on arrive à avoir une autonomie énergétique sur ces 17 matières premières critiques rares. Donc il y a le lithium, il y a le manganèse, il y a l'argent, il y a l'or. C'est des matières qui sont extrêmement importantes, non seulement pour la transition énergétique, mais également pour la santé et pour la défense. Puisqu'en fait, aujourd'hui, on ne peut rien faire sans ces matières premières critiques rares. Alors justement, je veux bien vous entendre là-dessus, Pascal Alizard, parce qu'il y a certaines de nos armes, et non des moindres, qui sont très clairement dépendantes de ces métaux rares. La France est le deuxième exportateur mondial d'armement. On est de ce fait gros consommateur, effectivement, sur les systèmes d'armes. Et on est totalement dépendant sur ce sujet-là. C'est aussi pour ça que la France a été quand même depuis plusieurs années en pointe dans le combat à Bruxelles sur ce sujet. Qu'un nombre significatif d'ailleurs des projets engagés par l'Union européenne sont situés en France avec des moyens à la fois européens et des moyens nationaux pour sortir de cette dépendance qui pose problème à terme pour notre sécurité à nous sur nos systèmes d'armes, mais aussi sur cet écosystème de l'industrie de l'armement. Oui, effectivement. Alors on pourrait faire une liste à la Prévert, Christine Cardellan, de tous les secteurs dans lesquels on en a besoin finalement de ces minerais stratégiques ou de ces terres rares. Alors c'est à la fois toute la tech et toute la transition énergétique. Alors toute la tech, ça veut dire les smartphones, ça veut dire les téléviseurs, ça veut dire les missiles, ça veut dire les drones, les pots catalytiques, voilà, c'est vraiment tout ce les robots médicaux. Les robots médicaux, j'ai vu ça en la défense, le spatial, le médical. Et puis la transition énergétique, donc on en a besoin dans les éoliennes, dans les batteries, bien sûr, pour tous les véhicules électriques, et même dans le solaire, dans les systèmes pour les panneaux solaires, pour les faire fonctionner, on a besoin de ces terres rares. Ce que la Chine a compris il y a longtemps, parce que c'est intéressant d'expliquer aussi la stratégie chinoise. Alors, c'est pour ça, tout à l'heure, quand vous disiez l'Europe a été naïve, oui, parce qu'en 2010, déjà, la Chine avait coincé, entre guillemets, le Japon. Il y avait eu un différend sur un chalutier chinois qui avait été arraisonné par des gardes-côtes japonais autour des îles qui se battent, pour lesquelles ils se battent. Et là, la Chine avait fait pression sur le Japon en refusant de lui exporter les terres rares dont elle avait besoin. Le Japon, évidemment, était déjà un grand fabricant de produits électroniques. Donc, on a vu à ce moment que la Chine était capable de faire pression, d'utiliser cette arme-là. On n'imaginait pas à quel point on en serait un jour dépendant. Oui. Et quand Donald Trump a rencontré la semaine dernière Xi Jinping, c'était parce que la Chine était allée un cran plus loin. C'est-à-dire qu'elle utilise maintenant les terres rares un peu comme les Américains utilisent le dollar, c'est-à-dire pour appliquer son extraterritorialité. Oui, ça on va en parler dans un instant, c'est un vrai chapitre important, l'extraterritorialité. Mais dès 2010, on aurait pu se rendre compte quand même de ce qui allait se passer et on a continué à laisser la Chine prendre de plus en plus de parts de marché. Un certain retard à l'allumage dans la réactivité. Question d'Adrien de Saint-Martin-d'Air. Merci à toutes et à tous de participer à l'émission avec ce QR code. On peut en trouver partout sur Terre ou seulement dans certains pays de cette terre rare. Alors vous êtes peut-être arrivé en cours. On a un peu répondu en début de débat. Je vais redonner la liste des pays les plus gros producteurs. C'est la Chine qui arrive très largement en tête, 69%. Puis ensuite, on a États-Unis, Birmanie, Australie. Donc, il y a la production.
Mais il y a aussi le raffinage, Adina Revol. Alors ça, il faut expliquer que là, le monopole chinois, il est encore plus important. Oui, sur certains de ces 17 matières premières rares, en fait, la Chine est à 100% presque. Donc il y a un vrai monopole. Et la question, c'est que comme la Russie l'a fait, la Chine utilise maintenant l'énergie et ces terres premières rares comme une arme géopolitique. Et dans le contexte géopolitique actuel, la Chine qui est alliée avec la Russie, donc ça met le monde en ébullition. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important. On parlait tout à l'heure de la naïveté européenne au début, mais l'Europe s'est réveillée l'année dernière. On a adopté justement un certain nombre d'objectifs pour 2030 pour non seulement raffiner en Europe, mais pour extraire en Europe et ne plus avoir de dépendance stratégique si forte que par le passé. Donc on a un objectif de 65% maximum, ce qui est déjà beaucoup, mais c'est bien moins grave que par le passé. Oui, on y reviendra sur cet objectif et notamment sur des mines qu'il faudrait exploiter ou rouvrir en France parce que c'est quand même c'est un vrai sujet dans les pays européens où on a une attention à l'environnement plus importante qu'en Chine. Du lithium, il y en a en Bretagne. Après, on a envie de regarder l'image qui est derrière nos deux invités. Voilà, c'est aussi ça la question. C'est une mine de nickel, je crois. Mais il faudra, et notre naïveté, elle est peut-être là aussi, c'est-à-dire à un moment, à quoi attachons-nous l'importance, à l'environnement ou à notre souveraineté, et comment essayer de conjuguer les deux. Oui, effectivement. Mais quand même, je reviens, parce que vous avez été porte-parole de la Commission européenne en France. Je ne sais pas à quelle période d'ailleurs. Entre 2021 et 2024. Donc c'est très très récent, mais quand on parle, parce que là, ce que vous nous annoncez, c'est un objectif assez récent qui a été pris par l'Union européenne. De l'intérieur, est-ce qu'on a été naïf, et si oui, pourquoi? Puisque l'objectif chinois, on commençait à le voir grandir, quoi. La Chine, en fait, elle utilise la transition verte depuis une vingtaine d'années. En fait, Xi Jinping a lancé cette stratégie avec les voitures électriques, sur lesquelles nous sommes en retard en Europe également, avec les matières premières rares. Donc, il a vu à quel point la Russie avait aussi ce leadership, en fait, et donc elle pouvait utiliser également l'arme géopolitique de la transition verte. Et je rappelle quand même que l'Europe négocie avec Donald Trump, avec l'ancienne, pas avec Donald Trump, mais avec l'ancienne administration américaine, justement. Donc celle de Joe Biden. Celle de Joe Biden. Un accord justement pour mettre fin à cette dépendance envers la Chine. Lorsque Donald Trump est arrivé, tout est parti en l'air. Donc lorsque Donald Trump se fait prendre d'une certaine façon aujourd'hui par Xi Jinping, c'est aussi un peu à cause de lui, parce que les Européens étaient très engagés dans un accord gagnant-gagnant sur les matières premières rares. Merci de continuer de participer à l'émission. Vous flashez le QR code et moi je suis en quelque sorte votre porte-parole. On va ouvrir donc ce chapitre concernant l'extraterritorialité dont vous parliez tout à l'heure, parce que ces minerais stratégiques, ces terres rares, sont utilisés par la Chine, qui a annoncé, c'était le 9 octobre dernier, que, alors je vais être précis, tout industriel étranger désireux d'exporter un produit comportant une trace d'une terre rare provenant d'une mine exploitée par la Chine ou dont le traitement a été réalisé par des technologies chinoises doit demander quoi? Une demande d'exploitation. Jean-Sébastien, on peut dire que c'est un coup de force majeur quand même. Du point de vue de Pékin, c'est même un coup de maître, effectivement, qui renvoie à la naïveté européenne. C'est le décret 61, numéro 61 du ministère du Commerce extérieur chinois. Alors, vous l'avez cité, ça concerne toute utilisation de terres rares, même dans des quantités très faibles, 0,1%, vous l'avez dit, ou de technologies l'ayant utilisée. Concrètement, ça veut dire que la Chine s'arroge un droit de regard sur la totalité des chaînes d'approvisionnement mondiales et en ce qui nous concerne, sur la totalité de nos chaînes de production. C'est de l'extraterritorialité pure. Vous l'avez dit, c'est exactement la même chose que ce que font les États-Unis avec le dollar. Vous savez, on peut condamner une banque française, même si c'était une transaction qui concernait purement des pays n'ayant rien à voir avec les États-Unis. Si le dollar a été utilisé, là, c'est la même chose. Les industriels européens sont absolument tétanisés parce que ça veut dire que la Chine pourrait véritablement décider de mettre son veto à tout. Un exemple très concret, par exemple. On peut prendre un exemple alors. Prenons un exemple. La France produit des avions. Dans les avions, il va y avoir beaucoup de microprocesseurs, par exemple. Même si la France voulait les vendre aux Pays-Bas ou à l'Inde ou en envoyer en Ukraine, la Chine pourrait mettre son veto.
Oui, il faut demander une autorisation, quoi. Il faut demander une autorisation, mais y compris même sur des produits qui n'ont été produits qu'à l'extérieur de la Chine et vendus à d'autres pays n'ayant rien à voir avec la Chine. On peut comprendre effectivement la réaction des industriels. Christine, et puis je reviens vers vous. Oui, et la Chine demande, par exemple, à avoir le process de fabrication. Elle demande éventuellement des photos des pièces dans lesquelles vont être intégrés ces petits éléments. Donc ça veut dire aller regarder ce qu'on fait en matière d'armement, etc. Enfin, c'est quelque chose d'absolument... mais je le disais, pour en avoir parlé avec des dirigeants de grands groupes industriels allemands notamment, ils sont absolument tétanisés, notamment pour les raisons que vous évoquez, parce qu'il n'y a pas seulement le droit de regard, mais il y a le potentiel espionnage économique que ça permettrait. Évidemment. Alors concrètement, que peut faire l'Europe ? Alors pour bien comprendre, c'est-à-dire que de toute façon, les licences seront systématiquement interdites pour tout usage militaire. Donc pour les Français, c'est pas une très bonne nouvelle vu que nous sommes encore relativement forts sur les industries de défense. Pour le reste, ça sera examiné au cas par cas pour l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs et les technologies sensibles. Alors je vais pas refaire la liste des produits que vous avez évoqués, mais concrètement, c'est-à-dire que notre indépendance technologique, énergétique comme de défense sont clairement en cause puisque tout dépend du bon vouloir chinois. Donc l'Europe a menacé la Chine de représailles. On a obtenu 1 an de suspension des mesures en l'état, mais ça n'est qu'un répit et quand même un réveil douloureux pour les Européens parce que quand on regarde, ça ne s'applique pas aux pays du Sud global. C'est vraiment spécifiquement pour les Européens. Alors évidemment, dans le cadre du contexte de la guerre commerciale avec les États-Unis, parce que la Chine essaye de désarrimer l'Europe en quelque sorte, il va bien falloir que nous réagissions. Alors ça a été évoqué aussi, nous remettre en situation de produire comme de raffiner les terres rares. Le problème, c'est qu'on n'est pas sans armes. Il y a encore des secteurs où on a une certaine supériorité, notamment la machine-outil, mais on n'est pas très unis non plus. L'Allemagne, notamment, a tendance souvent sur des sujets industriels à jouer la carte de ses propres industries plutôt que l'intérêt de l'Union au sens large ou de la souveraineté européenne au sens large. Allez, on rentre un peu dans le détail de cette réponse européenne. Pascal Alizard, comment contrer cette menace chinoise ? Parce qu'elle est toujours là, c'est comme une épée de Damoclès, ça a été suspendu pour un an. La menace chinoise, elle est là. C'est pas réellement une surprise parce que finalement, moi j'ai rendu un premier rapport sur la Chine en 2018, un deuxième en 2019 et on alertait déjà sur ces sujets-là. Donc en fait, il s'est quand même passé beaucoup de temps et les choses se sont cristallisées en faveur des Chinois. Je crois qu'aujourd'hui, si l'Europe veut réagir, et elle réagit, il faut d'abord qu'elle réagisse avec son propre poids économique, puisque de toute façon, la Chine a quand même besoin des marchés européens et de l'accès aux marchés européens et aux débouchés que cela provoque et permet pour livrer et facturer des produits. Et je crois que la principale arme de l'Union européenne, elle est là. Donc à un moment donné, il va falloir rentrer dans un bras de fer, une forme de chantage avec la Chine, où ça va être négociation au cas par cas et sur des volumes. Ça, c'est du rapport de force commercial et il est indispensable. Et deuxième élément, vous avez, et c'est très récent puisque c'est début novembre, c'est il y a 2 jours, la réaction et l'organisation du G7 aussi qui est en train de se mettre en place là-dessus. Donc là, on est sur un périmètre beaucoup plus large. On y retrouve les États-Unis, on y retrouve le Canada, on y retrouve le Japon, où en fait, les pays les plus riches du monde jusqu'à présent vont aussi avoir à négocier les rapports commerciaux avec la Chine. Mais ce que fait la Chine sur cette forme de licence de terres rares et cette extraterritorialité, c'est ce que fait effectivement les États-Unis, c'est ce que font les États-Unis avec le dollar, ou sur les produits, là aussi de l'armement, c'est les normes ITAR en fait, et les obligations de contrôle et de déclaration. Et une nouvelle fois, moi il me semblerait opportun, et c'était une de nos prescriptions dans le rapport de 2019, il faut que l'Union européenne se mette en ordre de marche pour imposer son propre droit extraterritorial et le rapport de force. On doit s'armer. Rapport de force, c'est ce que je retiens, parce qu'effectivement, Christine Keerdelan, il y a un certain nombre de secteurs ou de produits sur lesquels l'Europe est en position de force. Donc on peut mettre ça dans la balance. C'est ce qu'on appelle des choke points, c'est-à-dire c'est des espèces de goulots d'étranglement, des endroits où on est des choses qu'on est les seuls à fabriquer et dont la Chine a besoin. Il en reste encore quelques-uns. Alors ça peut être ASML, le fabricant de puces hollandais, qui fabrique des puces dernier cri que la Chine ne fabrique pas encore. Ça peut être certaines turbines à gaz ultra puissantes, ça peut être certains
pièces d'aéronautique, voilà. Enfin, voilà, on peut trouver plusieurs exemples. Certains radars aussi. Certains radars, voilà. Et ce sont des choses sur lesquelles nous aussi, on peut jouer au rapport de force avec les Chinois. Alors évidemment, ça n'a pas peut-être la même puissance que ces terres rares qu'on trouve absolument quasiment dans tous les objets électroniques. Mais je veux dire, il faut aussi que l'Europe joue au méchant et fasse un bras de fer avec la Chine, comme les États-Unis ont commencé. Sachant qu'il y a des risques à le faire, puisqu'il y a eu un bras de fer entre le gouvernement néerlandais et la Chine sur une entreprise justement de microprocesseurs. Nexperia, c'est ça. Nexperia, exactement. Et ça met Volkswagen en situation de quasiment arrêter ses chaînes de production, et pas seulement Volkswagen. Oui. Donc il faut le faire, mais il faut le faire habilement, et il faut le faire, comme je le soulignais, probablement avec une unité dans la démarche européenne qui n'existe pas véritablement en l'état. Votre avis, Adina Revol, là-dessus? L'Europe doit clairement apprendre le langage de la puissance et nous avons les instruments, clairement. Il faut juste le faire, avoir le courage de le faire au niveau des institutions, mais aussi au niveau des États, parce que les institutions européennes ne décident pas de tout. Ce sont les États qui doivent en fait donner l'impetus. Alors je m'explique. Sur le marché intérieur, les Chinois, ils ont besoin de notre marché intérieur pour exporter, en sachant que 450 millions de consommateurs. 450 millions de consommateurs et des consommateurs qui ont du pouvoir d'achat, en sachant que dans le contexte actuel, le marché américain leur est plus fermé qu'avant. Donc, ils ont vraiment besoin du marché européen parce que la politique de Xi Jinping, c'est de trop produire. Donc, il a besoin d'exporter, de ces exportations. Donc, c'est critique. Et la consommation intérieure chinoise est plutôt faiblarde. Donc, elle n'est pas suffisante. Absolument. Donc, il a besoin, d'une certaine façon, de ce marché européen. C'est critique pour lui. Ensuite, deuxième point, nous avons un instrument juridique que nous avons refusé d'utiliser dans la négociation commerciale avec les États-Unis, puisque l'Allemagne n'en voulait pas, la France était plus ou moins pour. Ça s'appelle l'instrument anti-coercition. Ça a été créé justement pour lutter à l'époque contre la Chine, parce qu'elle mettait la pression sur la Lituanie. On peut l'utiliser dans ce cas très précis. La liste, c'est des sanctions très ciblées, justement, sur des biens potentiels chinois et qui n'affectent pas les Européens, justement. Et tout ça s'adopte à la majorité qualifiée. Donc, il ne faut pas l'unanimité au Conseil des ministres de l'Union européenne. Donc, typiquement, si la France et l'Allemagne se mettent d'accord, ça suffit. Bon, il y a ce chantage dont on parle. Il était évidemment au cœur du sommet entre Donald Trump et Xi Jinping qui s'est déroulé en Corée du Sud. Et le président chinois, il a accepté de mettre entre parenthèses, de suspendre cette mesure pendant un an, ce qui a permis à Donald Trump de crier victoire. Toutes les terres rares ont été réglées. Et cela vaut pour le monde entier. Je veux dire, vous savez, dans le monde entier. Je pense qu'on peut vraiment dire qu'il s'agissait d'une situation mondiale et pas seulement américaine. Nous continuons donc à produire des terres rares et à acheter des terres rares et tout le reste quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays. Mais la Chine est... Toute cette situation, cet obstacle a maintenant disparu. Il n'y a plus aucun obstacle concernant les terres rares. Espérons que cela disparaîtra de notre vocabulaire pendant un certain temps. Bon, voilà, la rhétorique de Donald Trump. Est-ce que c'est vraiment une victoire pour Donald Trump ? Ou alors c'est une victoire en trompe-l'œil, Adina Revol? C'est une victoire en trompe-l'œil, puisqu'en fait, il a juste obtenu 1 an de sursis, qui n'est pas, c'est pas énorme. Et justement, si Donald Trump avait l'intelligence, il devrait lancer ce partenariat qui a été abandonné à son arrivée avec les Européens, parce que, dans les négociations commerciales avec les Européens ont déjà accepter un partenariat stratégique au niveau énergétique avec les Américains. Donc, il faudrait l'élargir éventuellement aux terres rares et donc, justement, contrer également au niveau des G7 qui a été mentionné, l'action chinoise. On a parlé de Nexperia, Christine Kerdeland, donc effectivement c'est un géant néerlandais des puces électroniques. À quel point, s'il n'y avait pas eu ce moratoire, là, cette suspension d'1 an, qu'est-ce qui pouvait se passer? C'est-à-dire, ça peut bloquer le secteur automobile? Des grands constructeurs, notamment allemands, c'est ça? Effectivement, mais si on ne cède pas aux injonctions chinoises, c'est-à-dire pour avoir la licence, si on n'accepte pas de livrer les plans, les photos, etc. On est encore sous cette menace.
Alors pas pendant un an. Pas pendant un an, c'est ça. Est-ce qu'en un an, on peut rétablir une industrie des terres rares qu'on a abandonnée il y a 20 ou 30 ans? Je veux dire, c'est impossible. On sait tous que la réponse est non. Alors, Solvay, donc il faut trouver d'autres leviers. Ça n'est pas une raison pour ne pas le faire, pour ne pas commencer à le faire. Solvay, par exemple, à La Rochelle, relance en fait et espère en 2030 raffiner 30% des besoins en aimants, enfin en terres rares. Mais on peut réduire la dépendance sur certains métaux rares. Je m'explique, avec les accords de libre-échange. Donc, le Canada, ça a été mentionné. Il y a eu le Chili, par exemple. Et puis, il y a un qui est en suspens, c'est le Mercosur, qui est très important, justement. Mais il n'y a pas de pays sud-américain dans ma liste. Si, c'est l'Argentine. Okay, bon. Donc, c'est typiquement un pays, donc un groupe de pays qui est vraiment très, très important pour arriver à diversifier davantage, à diversifier le risque. Et là, la position française est critique, puisque... On l'entend un peu moins, Emmanuel Macron, voilà, sur le Mercosur. En ce moment, et donc l'objectif, c'est justement d'obtenir une ratification d'ici la fin de l'année, ce qui permettrait justement de diversifier le risque afin de peser le poids de la Chine, de baisser le poids de la Chine. Après, il y a un certain nombre de projets. Vous avez mentionné la France, mais il y a aussi la Nouvelle-Calédonie, par exemple, et le Groenland. Et donc, ce sont des projets, c'est pour ça que Donald Trump veut acheter le Groenland. L'Ukraine, parce qu'il y avait un accord entre les États-Unis et l'Ukraine sur les terres rares. En fait, elles sont pas si rares que ça. Non, c'est leur exploitation qui est rare. C'est leur exploitation qui est rare. Extraction et raffinage. On a perdu ça. Oui. On en a, sinon. On en a. Oui. Non, mais c'est le fait que quand vous faites une carotte de métal, c'est-à-dire vous remontez une petite partie, si vous remontez le métal dans lequel il y a le plomb, il y aura 85% de plomb dans votre carotte. Oui. Si vous remontez le métal qui fait le cérium ou une des terres rares, ce sera moins de 1%. D'accord. Il y a très peu de métal dans pour faire 1 kg de lutécium, qui est une des terres rares, 1 kg de lutécium, c'est 1200 tonnes de minerais. Donc c'est absolument... alors il y en a partout, mais il est très très compliqué. Et ça renvoie à la question que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'acceptabilité sociale et environnementale. Et à un moment, il faudra aussi que l'Europe se décide sur ce qu'elle souhaite. On ne peut pas être à la fois décroissant et soucieux de notre souveraineté. Vous m'offrez la transition, puisqu'il y a effectivement cet objectif dont vous parliez. D'ici 2030, extraire 10% des minerais les plus stratégiques en Europe. Il y a une cinquantaine d'initiatives sélectionnées dans 13 pays. Et en France, on va aller dans l'Allier, entre Montluçon et Vichy. On vous propose un extrait de l'émission Sénat en action, visite guidée. On va arriver là sur ce qu'on appelle nous le vide de fouille, donc la carrière de kaolin. Et je vais laisser Alison, notre géologue, vous présenter un petit peu le site. Le site, gigantesque, est pour l'instant une carrière dont on extrait la matière première nécessaire à la porcelaine de Limoges. Donc là, ce qu'on voit, c'est le kaolin qu'on exploite en surface. Ce kaolin-là, on l'exploite depuis 2005 lorsqu'on a racheté le site par Emeris. Mais dans ce granit, exploité pour son kaolin, il y a aussi du lithium, indispensable à la fabrication des batteries. Le lithium, on sait depuis les années 60-70 qu'on en a en profondeur. Depuis 2015, un permis autorise la recherche du lithium sur le site et les résultats sont plus que prometteurs. L'entreprise souhaite ouvrir une mine d'ici 2029. Voilà, Sénat en action, émission de Jérôme Rabier, qu'on peut toujours voir d'ailleurs sur notre plateforme publique Sénat.fr. Le titre, c'était Minerais stratégiques, l'Eldorado français. Alors, ça rejoint une question de Flora qui nous écrit de Saint-Martin-d'Auxigny. Est-ce qu'on a assez de terres rares en France pour être indépendant? Bon, je ne pense pas qu'on puisse aller jusque-là, monsieur le sénateur, mais déjà, rouvrons ces mines, quoi. C'est le premier message qu'on peut faire passer. Mais rouvrons ces mines. Un inventaire a été fait très récemment par le BRGM. On a Bureau de recherche géologique et minière. On a un niveau d'information assez précis sur le sujet. Donc on sait à peu près là où il faut aller par type de produit. Je suis d'accord qu'il y a la question de l'acceptabilité sociale. Parce que c'est polluant, voire très polluant. C'est polluant, c'est très polluant, et puis on est aussi dans une période où tout ça c'est très bien, mais c'est mieux chez les autres en fait. On n'en est pas complètement sorti, et je crois qu'à un moment donné, vu la dimension quand même très stratégique du sujet, je pense qu'il va falloir que l'État s'outille aussi
pour pouvoir prendre les décisions nécessaires de façon à remettre en exploitation et que ça ne prenne pas des années et des années entre les temps d'autorisation, les donc temps de recours. Accélérer les procédures. Il faut accélérer les procédures, tout en ayant, je le crois, et l'excellente émission dont vous parliez tout à l'heure pour l'avoir visualisée le montre bien, tout en gardant un contact étroit avec les populations concernées, parce que je crois que la meilleure façon de le faire accepter, c'est aussi d'en faire la pédagogie. Quand même. Bien sûr, mais ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup de recours possibles en droit français contre... Oui, alors il faudrait la jurisprudence Jeux Olympiques, où on avait voté... Mais je ne sais pas si c'est ce à quoi pensait monsieur le sénateur, en disant il faut que l'État assume. Voilà, c'est exactement ce à quoi je pense. Voilà, tout à fait. Ça permettait d'accélérer les procédures. Ça pose la question de l'acceptabilité. Je veux bien votre avis, peut-être avec vous, Adina Rogol. Comment on peut convaincre les habitants qui habitent près de ces sites? Il faut quoi? De l'intéressement? Comment on les amène à dire OK, allez, on va avoir une mine près de chez nous? Alors, il faut savoir que les normes environnementales en Europe ne sont pas les mêmes que les normes chinoises. Donc on n'aura jamais le même type de mine en Europe qu'en Chine. Donc ce sera déjà moins polluant que là-bas. Bien sûr, on a beaucoup évolué également pour l'extraction en Europe. On a des techniques beaucoup plus propres. Et donc au niveau européen, lorsque je mentionnais tout à l'heure les objectifs, en parallèle, il y a donc les objectifs chiffrés. Il y a également des objectifs pour la concertation et pour l'obtention du permis, parce qu'on sait que ça prend entre 5 et 10 ans en moyenne pour obtenir un permis. Et donc les États se sont unis dans leur diversité et donc on est arrivé à 27 mois, c'est la période maximale, donc épuisement de tout le recours. Donc en 27 mois, un État doit donner l'accord ou non. Oui, mais c'est toujours... C'est sans compter les aides. C'est toujours mieux qu'entre 5 et 10 ans. Donc en 27 mois. Et ça s'est passé en fait sur... C'est une expérience européenne qui est partie des réseaux transélectriques européens, parce que vous savez, la même chose sur l'acceptabilité posait problème, parce que personne ne veut de lignes électriques au-dessus de sa tête. Et donc, il y a eu une expérimentation justement au niveau local, au niveau de l'environnement, donc pour que les personnes impactées soient consultées, pour que le projet leur soit présenté, pour qu'elles soient impliquées dans le développement du produit, le développement du projet. Oui. Et donc, sur cette base-là, il y a eu ce nouvel règlement européen qui donne, en fait, finalement, c'est un sort de, une table de matière avec des objectifs et derrière certains instruments qui sont très utiles parce que derrière, les projets peuvent se faire vraiment. Alors, il y a les richesses, vous avez parlé du BRGM, du sol français. Puis alors, il y a les richesses de nos tiroirs, de nos placards. Et oui, on va en parler tout de suite avec Stéphane Duguet. Bonsoir Stéphane, bienvenue à vous. Thomas. Et alors, on va employer un terme, une expression. On va parler de mine urbaine. De quoi s'agit-il? Alors, derrière ce terme un peu contre-intuitif, Thomas, il a une réalité assez simple. Je vous ai ramené avec moi un de mes vieux téléphones cassés. Ah, j'adore. Je n'utilise plus. C'est très vintage, ça. Exactement. Et j'imagine que chez vous aussi, vous en avez plein les tiroirs. Eh bien, vous participez, vous aussi, à la constitution de cette mine urbaine. En fait, la mine urbaine, c'est une mine secondaire, en opposition aux mines classiques. C'est votre tiroir dans lequel vous avez des vieux téléphones. Ça peut être aussi votre garage dans lequel il y a peut-être un grille-pain que vous n'utilisez plus. Ça marche aussi pour les vieilles voitures au fond d'un jardin ou entreposées sur un parking, dans un garage. Bref, la mine urbaine, ça désigne tous les déchets électriques et électroniques que l'on pourrait recycler pour en récupérer les métaux. Pour les réutiliser. Pour les réintégrer dans l'écosystème, en quelque sorte. Est-ce qu'on connaît la taille? Est-ce qu'on peut évaluer la taille de ces mines urbaines en France et en Europe? Alors, les chiffres les plus récents, déjà, sur la quantité d'objets électroniques que l'on jette en Europe et dans le monde, ils datent les plus récents de 2022. Alors, à votre avis, combien de kilos jette-t-on chaque année? Vous avez la réponse. J'ai la réponse. 22 kilos par personne. Exactement. Beaucoup, chaque Français, donc, jette en moyenne chaque année à 22 kilos d'objets électriques ou électroniques. C'est un peu plus qu'au niveau européen, où un habitant jette en moyenne 18 kilos par an de ces mêmes objets. Et pour vous donner un point de comparaison, ailleurs dans le monde, sur le continent africain, les habitants ne jettent que 2,5 kilos d'objets électroniques par an. En Asie, c'est 6,4 kilos. Et puis alors, on a bien compris, c'est un système de récupération et de recyclage. Est-ce qu'on arrive à recycler ces déchets électroniques en France?
pas bien, Thomas. Seulement 2% des déchets électroniques qui sont collectés pour être recyclés ont bien été réutilisés ou réemployés en 2023. Ces chiffres-là viennent de l'ADEME. Et c'est tout le problème, d'autant que si on parle spécifiquement du recyclage des métaux issus de ces produits électroniques, eh bien c'est très complexe. Déjà, à cause de la conception des produits, les entreprises ne fabriquent pas leurs produits en pensant au recyclage des métaux qu'ils contiennent, ce qui rend leur extraction et leur réutilisation un peu compliquée. Ouais, alors ça change, hein. Il y a ce qu'on appelle l'éco-conception, donc c'est encore en train d'évoluer quand même. Ça évolue doucement. Le problème, il vient aussi des marchés des métaux, qui est très volatile et qui ne pousse pas les filières de recyclage à se développer massivement. Il existe quand même en France 3 éco-organismes qui sont financés par les producteurs d'équipements électriques et électroniques dans le cadre de ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur. Et ce sont ces éco-organismes qui structurent les filières de recyclage des produits électroniques. Et donc la dernière explication, je vous en parlais avec mon téléphone. Oui, parce que moi, il dort toujours dans un tiroir, hein, pour l'instant. Comme beaucoup de gens, il faut tout simplement que le consommateur sache où l'amener pour qu'il soit recyclé. Là-dessus, il y a un manque d'informations. Et d'ailleurs, il y a un terme pour décrire ce comportement, ça s'appelle l'hibernation électronique. L'hibernation électronique. Alors ce recyclage, est-ce qu'il pourrait, on va conclure là-dessus, améliorer cette souveraineté de la France et de l'Europe que l'on recherche? Alors la réponse, elle n'est pas simple, hein, parce qu'il y a la théorie et la pratique. Alors en théorie, une étude publiée l'année dernière nous dit qu'avec tous les produits électriques et électroniques qui circulent en France, qui fonctionnent, qui ne fonctionnent plus, eh bien, il y a de quoi fournir en terres rares la demande de l'industrie française pendant 5 ans sans importation. C'est énorme, mais c'est très théorique. Ça supposerait qu'on recycle les terres rares contenues dans les batteries, les écrans, et j'en passe, à 100%, ce qui est impossible et on n'y est pas du tout. Dans la pratique, on le disait, le recyclage des terres rares est extrêmement compliqué et peu développé, notamment en France. Même au niveau mondial, Thomas, un dernier chiffre, moins d'1% de la moitié des métaux qui composent les terres rares sont recyclés. La route est donc encore longue. Effectivement. Merci beaucoup, Stéphane. Christine Cardellan, pourquoi on n'arrive pas, pourquoi on est en retard? Parce qu'il y a une loi qui a été votée, je crois, promulguée en 2020, qui s'appelle la loi AGEC, anti-gaspi, économie circulaire, avec cette histoire de responsabilité élargie des producteurs. Filière par filière, ça se met en place. Là, on est à 2%. Donc c'est ridicule. Et pour les terres rares, on n'est pas à 2%. Ouais. C'est très, très, très compliqué de récupérer les terres rares à l'intérieur des téléphones portables, des choses comme ça. Je crois qu'il y a 3 opérateurs en France, dont Orano, vous savez, qui travaille aussi sur le nucléaire, qui les récupère. Mais arriver à 1% de récupération des terres rares, ce serait déjà presque miraculeux, j'allais dire. Donc il ne faut pas fantasmer cette histoire de mine urbaine. Il ne faut pas rêver sur le fait qu'on sera autonome grâce à la récupération de nos vieux téléphones. Mais ça ne nous empêche pas de faire de vraies campagnes de communication. Parce qu'effectivement, je suis sûr qu'il y a plein de téléspectateurs, téléspectatrices qui sont en train de se dire « bah oui, j'en ai plein mes tiroirs des vieux téléphones ». Il y a 2 paramètres qu'il faut prendre en compte. Il y a un paramètre de prix, parce que si la Chine s'est développée aussi sur ce sujet-là, il y a eu des effets de dumping économiques, environnementaux, sociaux. Et à un moment donné, si nous, on veut produire, ne pas détériorer notre environnement, recycler, il va falloir qu'on accepte de payer ces terres rares beaucoup plus cher que le marché mondial actuel, compte tenu de la différence de conditions de production. Ça, je crois qu'il faut qu'on se mentalise par rapport à ça. Et il y a un deuxième paramètre qui, à mon avis, lui, peut jouer en notre faveur, c'est la notion du temps. Les Chinois sont toujours dans le temps long et ils détestent les notions de délai. Or là, c'est à nous d'être en capacité de démontrer qu'aujourd'hui, on est dans une situation certes défavorable, mais qu'on met en place les moyens économiques, les moyens technologiques pour s'en sortir. Ça va prendre, sur certains produits, 5 ou 6 ans. Sur d'autres, ça va être une dizaine d'années. À l'échelle du raisonnement chinois, 10 ans, c'est rien du tout. C'est absolument rien du tout. Et il faut que nous ayons cette stratégie, et ça ne peut être qu'une stratégie à l'échelle à minima de l'Union européenne, mais je crois que la bonne gage, c'est vraiment le G7. Oui, effectivement, Jean-Sébastien. Peut-être pour mettre une pincée de sel libérale. Allons-y. Dans tout ça, le sénateur nous parlait de se mentaliser, de s'ambiancer en quelque sorte. Oui, je pense qu'il faut que nous acceptions aussi l'innovation et ce qui va avec l'innovation, c'est un certain nombre de considérations fiscales. C'est très difficile d'être dans l'innovation en Europe. C'est très difficile parce que l'innovation, c'est aussi le risque, par définition. Quand vous créez une entreprise, une start-up, c'est le risque. Ça coûte très très cher le risque en Europe, alors que ça ne coûte quasiment rien aux États-Unis. À un moment, c'est aussi un schéma mental, un schéma
schéma mental collectif, social. Dans quel monde voulons-nous vivre? Est-ce que nous vivons dans le monde d'hier, dans une espèce de bluette où nous pourrions vivre, je sais pas, dans un environnement préservé de tout? Est-ce que nous acceptons les défis du XXIe siècle? Parce que c'est la vraie question politique. Allez, il nous reste quelques minutes et deux questions de nos téléspectateurs et téléspectatrices. Damien de Morières-les-Avignon, nos entreprises ne peuvent-elles pas trouver ou créer des technologies qui ne fonctionnent pas aux terres rares? Et puis, question de Mathilde, qui, elle, nous écrit de Metz. Est-ce qu'il existe d'autres métaux qui pourraient les remplacer? Ça se rejoint d'une certaine façon. Peut-être Adina Révol pour dire, est-ce qu'il y a des alternatives? Pour le moment, dans ces matières premières rares, il faut continuer à innover, mais on est sur une liste de 17 matières qui est fermée pour l'instant. Il faut continuer à innover et en fait, ça me permet de revenir sur votre point sur la liberté, parce que l'Union européenne a été souvent averse au risque. Et là, en fait, on doit libérer d'une certaine façon nos énergies et nos capitaux. Et on a parlé justement des objectifs, des moyens, mais il y a aussi le moyen financier. L'Union travaille sur un marché de capitaux privés qui est en hibernation, le projet depuis 2014. Là, on arrive vraiment à la fin du chemin et ce serait vraiment très important qu'on arrive à... Alors, c'est un peu, pour moi qui ne connais pas l'histoire, c'est quoi? C'est des capitaux privés qu'on pourrait mobiliser sur des projets d'innovation? Effectivement. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que 20% de la dette américaine est achetée par des fonds européens qui n'investissent pas en Europe parce que ce n'est pas assez intéressant d'investir dans les projets risqués en Europe. Est-ce qu'il y a des alternatives ou non, Christine Cardin? Alors, elles sont en train d'être mises en place. C'est-à-dire qu'il y a des start-up qui inventent, avec l'intelligence artificielle, des substituts aux terres rares. Il y en a une qui s'appelle Altrove, par exemple, qui est une start-up parisienne, qui, en fait, fabrique des recettes de matériaux qui ne sont pas des terres rares, évidemment, mais qui auraient les mêmes propriétés que les terres rares. Alors après, une fois qu'on a fait la recette et que théoriquement ça doit marcher, il faut le faire dans le laboratoire. Il faut fabriquer ce produit et vérifier qu'il a bien toutes les... Donc on parlait du temps long, là on est encore à la phase recherche et développement. C'est du temps très long, mais la France est en pointe là-dessus, on fait partie des gens qui ont des start-up. Jean-Sébastien, vous vouliez intervenir? Oui, mais sur le marché de capitaux européens, effectivement, c'est très difficile de faire du capital risque en Europe pour des raisons fiscales, et quand j'entends un certain nombre de débats budgétaires à l'heure actuelle sur ce qui est considéré comme productif ou improductif, il ne me semble pas que l'assurance vie soit improductive dans la mesure où précisément elle fait partie de ces fonds qui permettent de financer l'innovation. C'est quand même malheureux que l'épargne européenne soit utilisée, elle va sur les marchés américains, elle revient en Europe pour acheter des entreprises européennes avec notre propre argent. Donc, là encore, peut-être, ayons le courage d'aller au fond des débats politiques et budgétaires. Et sur cette question des alternatives ou du temps long dont vous parliez, monsieur le sénateur, j'ai lu en préparant l'émission qu'il y a une usine de raffinage, je crois, qui doit ouvrir à Lac en 2027. Donc c'est presque aussi important que la mine dont on parlait tout à l'heure, la mine de lithium. C'est-à-dire il faut maîtriser, il faut réapprendre, puisqu'on n'était pas mauvais en raffinage. Il faut réapprendre, raffiner, il faut reconstituer des savoir-faire, mettre à jour les technologies et accepter cette idée qu'il faut redémarrer. Et moi, je pense qu'à l'échelle... Alors, il y a le problème du financement, on est d'accord, mais je pense qu'institutionnellement, nos régions, au sens institutionnel, elles ont la charge de la stratégie du développement économique, et des terres rares, il y en a pratiquement dans toutes les régions françaises. Je pense que ça peut être un excellent sujet pour nos régions que de se mobiliser sur 2 ou 3 exemples, parce qu'effectivement, on a la capacité à faire. On peut aussi apprendre à s'en passer, c'est ce que vous étiez en train de dire, et ça, je crois que c'est réel. Et c'est les deux en même temps. Et quand on met, c'est absolument, il faut que ce soit simultané. Et quand on met toutes les solutions qui sont à notre disposition, y compris le rapport de force de l'UE avec la Chine, on peut arriver à s'en sortir, et on va s'en sortir. Et ben voilà, on va terminer sur une note positive et optimiste. Merci beaucoup. Votre livre, Adina Révol, rompre... non, c'est pas rompre la Russie. Si, rompre avec la Russie. Ah, avec la Russie, il manquait un mot. J'arrive devant ma phrase, je me dis, mais ça veut rien dire ce que tu as écrit. Rompre avec la Russie, le réveil énergétique européen. C'est aux éditions Odile Jacob. Voilà, à très bientôt sur ce plateau. Je vous dis à demain, 18h, 22h. D'ici là, nos débats sont sur la plateforme publicsena.fr ou alors réécoutables en podcast. Et puis notez que Oriane Mancini vous propose demain matin une émission spéciale en direct de Versailles pour le congrès des régions de France. On y est en plein. Elle recevra notamment
également Carole Delga, la présidente des régions de France et présidente de la région Occitanie. Belle soirée. Salut.